Bonsoir et bienvenue à cette deuxième séance du Ciné-Club Mayennais 2020-2021. La programmation a été pensée collectivement par Atmosphère 53 et l'ensemble des salles mayennaises. Cette saison, vous pourrez toujours à raison d'une fois par mois découvrir ou redécouvrir un film où la musique tient une place centrale. Le mois dernier, nous vous avons proposé une comédie culte des années 80 de Blues Brothers. Ce mois-ci, nous changeons complètement de registre cinématographique et de registre musical pour vous présenter un drame historique réalisé en 1991 par Alain Corneau, Tous les matins du monde. Alain Corneau a, à de nombreuses reprises, précisé que ce film tenait une place toute particulière dans sa filmographie. Mais qui est Alain Corneau ? Alain Corneau, né en 1943, et est sensibilisé au cinéma dès son enfance par un père cinéphile. Il commence néanmoins par apprendre la batterie et en joue dans divers groupes de musique près d'Orléans. Ce n'est que plus tard qu'il se décide à étudier le cinéma, et lorsqu'il sort de l'IDEC, il commence en tant qu'assistant de réalisation. Au moment de la sortie de Tous les matins du monde, en 1991, Alain Corneau est déjà connu et reconnu, mais pour des films plutôt dits noirs. Il reprend les archétypes du film noir anglophone et en creuse l'aspect psychologique. Les films marquants de cette période dite noire sont Police Python 357 en 1976, Série Noire avec Patrick Dewey en 1979 et Force Hagan avec Gérard Depardieu et Sophie Marceau, lui plutôt un film de guerre, en 1984. Tous les matins du monde marquent donc un changement dans le genre cinématographique exploré et lie le cinéma à la musique, la première passion du réalisateur. De plus, son précédent film Nocturne indien fait une sortie discrète et décevante en salle, ce qui explique pourquoi il choisit un petit budget et une petite équipe pour ce nouveau projet. Il souhaite avec ce nouveau film mettre en avant la musique baroque, pas par la grande porte Versailles, mais plutôt par la petite porte, moins connue et plus surprenante, de la musique baroque janséniste, que le compositeur Jean de Sainte-Colombe représente. Mais qu'est-ce que le baroque ? Un peu d'étymologie d'abord. Le mot baroque vient du portugais barroco, qui signifie perle à la forme irrégulière. Il correspond à un mouvement artistique du XVIIe siècle auquel on associe des productions extravagantes, irrégulières, théâtrales et ostentatoires qui s'opposent au calme et à la rationalité de la période précédente, la Renaissance. Les architectes baroques, par exemple, vont agrandir les nefs des églises, jouer avec les lumières, transformer les lignes droites en courbes. L'intérieur du château de Versailles, le château de Vaux-le-Vicomte ou la chapelle de la Sorbonne à Paris sont autant d'exemples de cette architecture baroque. L'urbanisme aussi est marqué par la période baroque, et l'exemple le plus évocateur reste l'agrandissement des avenues à Rome. Le baroque s'illustre aussi dans la peinture, avec des noms qui vous feront peut-être écho, tels que Rubens, Rembrandt ou le Caravage. En ce qui concerne la musique, le baroque était considéré, dans un premier temps, comme antonyme du beau. Rousseau, après cette période, en 1768, dira d'ailleurs « La musique baroque est celle dont l'harmonie est confuse, chargée de modulation et dissonance, le chant dur et peu naturel, l'intonation difficile et le mouvement contraint. » Ce n'est que petit à petit qu'elle atteint la reconnaissance avec des compositeurs tels que Lully, Vivaldi, Haendel, Bach ou Monteverdi. On estime que la période baroque commence au début du XVIIe siècle avec la naissance de l'opéra et se termine avec la mort de Jean-Sébastien Bach un siècle et demi plus tard, en 1750. Le style baroque se caractérise par l'importance donnée au contrepoint, par une expressivité accrue et par l'importance donnée aux ornements et à l'improvisation. Il se caractérise aussi par la présence d'une basse continue que les instruments à cordes frottées ou pincées permettent, tels que la viole de gambe, instrument qu'a choisi Jean de Sainte-Colombe, le personnage central du film. Et si pour certains, la musique baroque évoque la tranquillité et l'apaisement, pour Alain Corneau, elle évoque la douleur, les larmes, la passion. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il a préféré travailler la souffrance et la douleur de Jean de Sainte-Colombe. Pour ce faire, il fait appel au compositeur catalan Jordi Savall, fin connaisseur d'un répertoire peu connu, voire oublié, dans lequel se trouvent Jean de Sainte-Colombe et Marin Marais. Par ailleurs, pour Alain Corneau, la musique est à l'origine de la création cinématographique. C'est-à-dire qu'elle précède les images, elle précède le montage, elle précède le découpage des plans. Alain Corneau a besoin de connaître la musique qu'il va utiliser dans son film avant de filmer pour qu'il puisse donner un ton, une ambiance au décor, au jeu d'acteurs, etc. Il convient maintenant d'expliquer qu'est-ce que le jansénisme. Pour faire simple,
Le jansénisme est une philosophie issue de la pensée religieuse de saint Augustin, qui a vécu au Moyen-Âge. C'est une philosophie selon laquelle le passage sur terre serait dénué de valeur et ne serait voué qu'à éviter le péché pour obtenir la grâce de Dieu. Les jansénistes mènent par conséquent une vie rigoureuse et austère. Cela explique pourquoi la musique janséniste est une musique plutôt de douleur, mais qui n'est pas pour autant ostentatoire comme le peuvent être les musiques des grands compositeurs de Versailles, les compositeurs de musique de cour. Pour les jansénistes, la musique n'est pas un moyen de reconnaissance, elle est plutôt un moyen d'expression divin pour remplacer les mots et la parole païenne. Alain Corneau, dans Tous les matins du monde, avec son photographe Yves Angelo, s'empare du jansénisme plutôt comme d'une esthétique que comme d'un sujet. Pour ce faire, ils se sont grandement inspirés des peintres et des peintures de l'époque. En effet, chaque plan est fixe, mu par une volonté d'économie des mouvements, caractéristique du jansénisme. Chaque plan pourrait quasiment être une peinture du XVIIe siècle. Les deux hommes font notamment référence au peintre Georges de la Tour pour tout le travail qu'il a mené sur la notion de clair-obscur. Cette notion permet d'opposer la lumière à l'ombre, le blanc au noir, le bien au mal. On retrouve d'ailleurs cette esthétique dans plusieurs séquences. De manière assez évidente, le film fait aussi référence au peintre Lubin Bogin, que l'on voit peindre dans une scène sa nature morte à l'échiquier. La nature morte représente des objets ou des animaux inanimés et est très souvent empreinte d'une forte portée symbolique et spirituelle. Dans les vanités, qui sont un sous-genre de la nature morte, chaque objet représenté porte une symbolique religieuse. Les vanités dénoncent des passions que la morale chrétienne condamne, au travers de motifs récurrents tels que le miroir, symbole de l'apparence et de l'orgueil, le vin, symbole des excès, ou l'argent, symbole de l'avarice. Néanmoins, malgré la symbolique religieuse, les peintres de nature morte et de vanité restent préoccupés par l'esthétique de leur œuvre. Et cette préoccupation est en soi une vanité qui illustre toute la complexité et les contradictions d'une époque et de ses artistes. Par exemple, Jean de Sainte-Colombe joue de la viole de gambe, et les vibrations de cet instrument se font ressentir dans tout le corps, provoquant un plaisir charnel, presque sensuel. La contradiction est d'ailleurs l'essence même de la relation qu'entretiennent Marin Marais et Jean de Sainte-Colombe. L'un joue devant un public mondain dans les salons du roi, l'autre seul dans sa cabane en bois au fond du jardin. Mais l'un et l'autre s'admirent, s'inspirent et se respectent. Relater leur relation est aussi l'occasion de faire un film sur la relation maître-élève. Ce type de film permet à son réalisateur de peindre un trait de la jeunesse, un apprentissage, une initiation. C'est un thème très présent dans le cinéma, et souvent lié à une pratique artistique. Il est très apprécié dans la mesure où il permet de travailler des relations complexes, d'admiration, de convoitise et de tensions créatrices et parfois destructrices. Enfin, malgré un sujet austère et d'apparence risquée, le film est un véritable succès en salle. Il fait plus de 2 millions d'entrées. Et le casting n'y est pas pour rien. Deux possibilités s'offraient à Alain Corneau dans le choix des acteurs. Prendre des musiciens qui jouent la comédie ou des comédiens qui font semblant de jouer la musique. Il fait le choix de la deuxième option. Et il ne choisit pas n'importe quel comédien. Pour le rôle de Jean de Sainte-Colombe, il choisit Jean-Pierre Mariel, qui était connu jusqu'alors pour des rôles plutôt d'espion, de producteur ou de dentiste vicieux. Ce dernier dit d'ailleurs que ce personnage a été très envahissant. Il a de nombreuses fois fait appel à ses propres expériences pour composer son personnage. Ensuite, Alain Corneau dit avoir choisi Gérard Depardieu pour son apparence de faux courtisan et sa rondeur qui correspondait selon lui au personnage de Marin Marais. Et son fils, Guillaume Depardieu, a dans un premier temps été choisi comme un tour de passe-passe, pour éviter de rajeunir Gérard Depardieu. Mais Alain Corneau était tout de même convaincu de son talent d'acteur. Enfin, pour le rôle de la fille de Sainte-Colombe, il fait le choix d'Anne Brochet, pour qui il avait une obsession. Ses yeux bleus et son apparente sûreté lui paraissaient comme une évidence pour ce rôle. D'autant plus qu'elle s'opposait parfaitement à la rondeur de l'actrice qui a été choisie pour le rôle de la sœur. Mais le succès ne s'est pas limité au seul film et à ses acteurs. La bande originale a aussi été largement saluée. Un disque d'or a été remis au compositeur du film, Jordi Savall. Les ventes de l'album ont explosé au même titre que l'intérêt pour la musique baroque. D'ailleurs, petite anecdote, les inscriptions aux cours de viole de gambe pour les adolescents et les enfants ont explosé dans les mois qui ont suivi le film. Nous vous laissons profiter de ces beaux moments musicaux et visuels et espérons vous revoir lors des prochaines séances du Ciné-Club mayennais. Le mois prochain, nous vous proposerons de découvrir ou redécouvrir une comédie musicale plus que culte et absolument délicieuse sur grand écran, West Side Story, réalisée en 1961 par Robert Wise et Jérôme Robbins. Très bonne séance à vous.